Salut et bienvenue pour Film au Pif. Bienvenue pour ce nouveau numéro du Film au Pif où je dois toujours piocher un film au hasard dans les étagères qui sont là ou là, et puis je dois vous en parler comme ça de mémoire, vous le pitcher rapidement, et puis vous glisser peut-être quelques petites anecdotes sur le tournage du film, histoire de vous donner envie de le voir. Mais on commence comme à chaque fois par le traditionnel petit pari qui veut que je devine quelque chose sur le film que je vais piocher, et comme j'ai gagné la dernière fois en misant sur la science-fiction, je vais cette fois-ci changer et je vais partir sur un film avec Leonardo DiCaprio. Alors, voyons ça tout de suite, et ce soir je vais piocher... allez, par là, hop là, par là, et je pioche Abyss de James Cameron. On est donc déjà sur le troisième film de James Cameron cette saison, après Avatar et Les Fantômes du Titanic. Le mec devient un abonné du Film au Pif. Ou alors c'est le Film au Pif qui devient abonné à James Cameron, peut-être. Ouais, on va dire plus ça. Alors, Abyss, film de science-fiction américain, donc j'aurais dû encore une fois parier sur de la science-fiction, puisque là, il n'y a clairement pas Leonardo DiCaprio, même s'il s'agit d'un James Cameron. Mais j'ai pas pioché le bon. Film donc sorti en 1989 et d'une durée de 2h03, donc 2h45 environ, peut-être même un peu plus. En tout cas, en ce qui concerne la version longue, puisque ce DVD propose la version originale sortie au cinéma et la version longue, Director's Cut de James Cameron, qui rajoute à peu près une demi-heure environ. Mais bon, ce qui se passe, c'est que en général, quand il y a des versions longues sur un DVD, moi j'ai tendance à regarder les versions longues, un petit peu comme sur Le Seigneur des Anneaux ou Les Hobbits, parce que quand j'aime l'univers du film, j'aime bien rester dedans un peu plus longtemps, donc le fait qu'il y ait des scènes en plus, ça me plaît. Donc en général, j'occulte totalement la version cinéma pour finalement finir par enregistrer plus que la version longue, et là c'est le cas. Et il s'agit encore, il faut le noter, d'un film aquatique. Encore une fois, avec James Cameron, c'est souvent que ça revient, puisque c'est un passionné des océans et de fonds marins, en tout cas de vie sous-marine et tout ça. Donc Abyss, c'est peut-être son film le plus personnel en tant que film de fiction, quoi. Avec Avatar 2, oui, La Voix de l'eau, effectivement. Donc si on compte Piranha 2, Les Piranhas volants comme étant son tout premier film, même s'il n'a pas pu le finir, officiellement c'est un film de James Cameron, on a donc déjà un premier film aquatique. Un peu plus tard, donc Abyss, qui est aussi un film aquatique. Encore plus tard, Titanic, toujours un film aquatique, même si c'est pas sous-marin, ça reste un film aquatique. Va arriver toute sa période de documentaire sur les fonds marins et sur les épaves, donc Les Fantômes du Titanic, dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo, Expédition Bismarck, je crois qu'il en a aussi fait un ou deux autres, pour terminer par Deep Sea Challenge en 2013, où il descend jusqu'au fond de la fosse des Mariannes, tout seul dans un sous-marin qui a été construit pour l'occasion. Donc c'est un record, James Cameron détient ce record-là. Je ne sais pas s'il a été battu depuis, mais vraiment, ça date de 2013, donc peut-être bien. En tout cas, pas par le Titan, hein. Excusez-moi pour la vanne. Tout ça, ça reste des films aquatiques. Et pour finir, on a Avatar 2, La Voix de l'eau, donc encore un film aquatique. En tout cas, en grande majorité. Donc le mec est un vrai passionné, quoi. Je ne sais pas s'il est poisson ou quoi. Au niveau du casting, on va quand même avoir du beau monde, avec en tête de file Ed Harris. Ed Harris qui est un acteur qu'on a vu dans beaucoup de bons films, comme par exemple The Rock, ou encore Stalingrad de Jean-Jacques Hano, ou encore Truman Show. Il a aussi joué bien sûr dans Apollo 13 de Ron Howard, et plus récemment je crois dans Top Gun Maverick, que j'ai pas encore vu. Oui, je sais, j'ai un peu de retard à rattraper. Un peu. À ses côtés, on va avoir Marie-Elisabeth Mastrantonio, qu'on avait découvert dans le cultissime Scarface de Brian De Palma, avec bien entendu Al Pacino, où elle jouait le rôle de sa petite sœur. Et puis un peu plus tard, on l'avait vue aux côtés de Kevin Costner dans Robin des Bois, Prince des voleurs, où elle jouait la princesse Marianne. Encore un petit peu plus tard, on a pu la voir aux côtés de George Clooney et Mark Wahlberg dans l'excellent En pleine tempête, film de Wolfgang Petersen, adapté d'une histoire vraie sur des pêcheurs en haute mer qui sont pris dans la tempête du siècle. Et bon, enfin voilà, je vous passe les détails. Peut-être qu'un jour on parlera de ce film. Et puis voilà pour ce qui est de Marie-Elisabeth Mastrantonio. Actrice que d'ailleurs on voit plus des masses. En tout cas, je ne l'ai pas revue dans un gros film depuis justement En pleine tempête. Et pour compléter ce petit monde, on va avoir Michael Biehn, qui est un des acteurs favoris avec Bill Paxton de James Cameron, puisqu'on l'a découvert dans le rôle de Kyle Reese dans le tout premier Terminator. Il avait aussi un petit rôle dans le deuxième, mais ça c'est dans le Director's Cut. Encore une fois, c'est une scène qui a été coupée pour la sortie officielle, en tout cas pour la version cinéma, mais on peut la retrouver dans le DVD, puisqu'il y a encore une fois un DVD avec une Director's Cut.
Et Michael Biehn, on a pu le voir, bon, bien sûr, dans Abyss, et on avait pu le voir aussi dans Aliens, toujours de James Cameron, où il jouait le capitaine, je sais plus comment il s'appelait, X, je crois, un truc comme ça. Je sais plus trop, mais ça doit être ça. Où il reprenait le rôle d'un autre acteur, d'ailleurs, qui au départ devait jouer ce rôle, mais qui avait de sérieux problèmes de drogue, et qui a été obligé d'être dégagé. Et donc, Michael Biehn a été appelé à la rescousse en dernier recours, il est arrivé, et il a fait le taf aux petits oignons. C'est aussi un acteur qu'on a pu voir dans The Rock, même s'il n'a pas un gros rôle dans The Rock, il est aussi dans ce film aux côtés de Ed Harris, où il joue là un militaire aussi, mais qui est du clan de l'autre clan, c'est-à-dire un militaire qui est resté du côté de la loi, et pas comme Ed Harris, qui lui, enfin, tout le monde a vu The Rock, on va pas parler de The Rock, je le piocherai peut-être un jour, on verra bien. Et puis un peu plus tard, on a pu le voir aussi dans le très très fun et cultissime, en tout cas à mon goût, Planète Terreur de Robert Rodriguez, où il jouait encore un flic. Mais le genre de flic un peu chiant quand même. En tout cas au début du film. D'ailleurs, c'est encore un acteur qu'on voit plus des masses, malheureusement, parce que c'est un acteur que j'aimais bien. D'ailleurs, il aurait pu jouer dans les Expendables, par exemple. Je pense qu'il y aurait eu sa place. À la musique, on va avoir l'excellentissime Alan Silvestri. C'est la première fois que j'ai l'occasion de le citer, mais c'est pour moi un des tout meilleurs compositeurs de musique de cinéma. En tout cas, il est dans mon top 5, avec bien sûr John Williams ou encore Danny Elfman. Pour moi, ces mecs-là, ils font partie du sommet. On pourrait y rajouter Hans Zimmer, puisque maintenant c'est devenu Monsieur Musique de Film. Il est quasiment partout, et il en a fait des très très bonnes aussi. Mais là, Alan Silvestri, on lui doit quand même des musiques comme celle de Retour vers le futur, la trilogie, bien sûr. On lui doit aussi Forrest Gump, on lui doit aussi Seul au monde, je dirais même la plupart des films de Robert Zemeckis, puisqu'il a aussi fait Roger Rabbit. Je pense qu'il a fait Contact aussi, dans la foulée. Mais on lui doit aussi des musiques hyper cultes, comme celle de Predator, par exemple. Bon, on va s'arrêter là, parce que Alan Silvestri, il en a une bonne dépliée aussi. On lui doit d'ailleurs aussi la musique de Arrête ou ma mère va tirer, avec Sylvester Stallone, qui n'est probablement pas un film hyper mémorable, même si moi j'avais bien rigolé, j'aime bien ce film, un peu comme Un flic à la maternelle ou Jumeaux par exemple, mais dont surtout j'avais adoré la musique, qui est donc de Alan Silvestri. À noter qu'au niveau des effets spéciaux, on va avoir la toute première utilisation d'images de synthèse photoréalistes dans un film, bien avant le Jurassic Park de Steven Spielberg, parce que la plupart des gens ont tendance à penser que c'est Spielberg qui a mis ça sur le devant de la scène avec Jurassic Park, mais non, c'est bien James Cameron, et même avant Terminator 2 et le T-1000, puisque là, dans Abyss, on va avoir une espèce de bras de flotte, là, vous savez, qui traverse un petit peu toute la station sous-marine, et qui imite même les visages des acteurs, dont Ed Harris et Marie-Elisabeth Mastrantonio. Et c'est quand même assez bien fait, même encore aujourd'hui. Franchement, bah voilà, ça reste très très crédible. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'images de synthèse dans ce film, simplement ça, mais ça marche très très bien. Quoi qu'il se peut qu'il y en ait d'autres un petit peu plus tard dans le film, mais là pour l'instant je peux pas vous le dire. Parce que sinon je vais non seulement vous spoiler le film, mais aussi ma vidéo. Donc, je vous en parle un petit peu plus tard. Pour le reste des effets spéciaux, la quasi-totalité est avant tout à base de maquettes, qu'elles soient modèle réduit ou à taille réelle, puisque pour l'occasion, ils ont fait construire toute une maquette taille réelle de la station sous-marine qu'on va voir dans le film, à l'intérieur d'un ancien silo nucléaire d'ailleurs, je crois, qu'ils ont ensuite immergé pour que tout ça ait l'air très très réel, quoi. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça marche quand même. D'ailleurs, il me semble que cette maquette à taille réelle est toujours visible, puisqu'elle a été abandonnée dans le silo à la fin du tournage, et à moins qu'elle ait été détruite assez récemment, pendant très longtemps, tous les passionnés de Urbex pouvaient se rendre sur place pour aller visiter l'ancien décor du film Abyss. Le film va commencer, comme c'est souvent le cas, par une scène d'intro, qui ne va pas là servir à nous présenter les personnages, mais à nous présenter la situation de base, puisqu'on va avoir un sous-marin nucléaire américain, donc militaire et tout ça, qui va se trouver confronté à un objet qui semble leur foncer dessus, en plein milieu de l'océan. Et cet objet, il est assez indéfini, c'est-à-dire que sur les radars, tout ce qu'ils voient, c'est qu'un truc leur fonce dessus à très très grande vitesse, une vitesse d'ailleurs que ne pourrait pas atteindre un bateau ou un sous-marin normal, et au moment où cet objet va les croiser, à peu près tous les systèmes vont se couper dans le sous-marin. Ce qui fait que, une fois que les systèmes vont revenir un petit peu en place les uns après les autres, ils vont se retrouver beaucoup trop près d'une paroi rocheuse et ils vont la percuter. Donc, une voie d'eau va se faire, le sous-marin va commencer à se remplir d'eau et à sombrer tout doucement pour finir par s'échouer encore une fois au fond contre des rochers et complètement couler. Mais avant ça, ils vont pouvoir quand même envoyer une balise de détresse. Balise de détresse qui va avoir pour effet de faire venir des hélicoptères de l'armée américaine sur place, ou en tout cas pas très loin de l'endroit où le sous-marin s'est échoué, où se trouve une station sous-marine reliée à un bateau d'exploration, on va dire, qu'ils vont gentiment réquisitionner pour leurs besoins personnels, qui sont donc d'aller retrouver l'épave et éventuellement sauver quelques survivants, si tant est qu'il y en ait.
On va donc découvrir la fameuse station, ainsi que les personnages qui la drivent, à commencer par Ed Harris, qui semble en être le commandant, et Marie-Elisabeth Mastrantonio, qui elle semble en être la conceptrice. Apparemment, elle faisait partie du groupe et du personnel de la station avant, puisqu'il semblerait que c'était la femme de Ed Harris, donc ils étaient en couple, mais là ils sont en cours de divorce, plus ou moins, on va comprendre ça assez rapidement, et Marie-Elisabeth Mastrantonio était repartie sur le continent, en tout cas sur Terre, pour faire d'autres choses, peut-être concevoir d'autres stations, ou enfin voilà, en tout cas elle fait plus partie du personnel. Mais là, en l'occurrence, elle va arriver avec l'armée américaine sur la station, puisque comme elle en est la conceptrice, elle en connaît le moindre recoin, et donc elle va un petit peu les driver là-dedans, quoi. Elle va donc descendre à bord de la station sous-marine en compagnie d'un groupe de militaires, drivés par Michael Biehn, qui vont avoir pour mission de déplacer la station jusqu'à l'endroit le plus proche de l'épave du sous-marin qu'ils recherchent. Non sans créer quelques heurts parmi le personnel de la station, puisque au départ, elle n'est pas tellement faite pour ça. Elle est faite pour explorer les fonds marins, et pas pour servir de base militaire, quoi. Donc, il y en a certains à qui ça va pas plaire. D'autant qu'en plus, Michael Biehn, apparemment va plus ou moins souffrir du mal des profondeurs, ils appellent ça le mal des profondeurs, qui va le rendre un peu zinzin, et il va vouloir commencer à un petit peu driver tout ce petit monde, ce qui va pas leur plaire. Et à Ed Harris non plus, puisque c'est son personnel, et c'est pas des militaires, ce sont des civils, scientifiques. Tout ça va donc se dérouler dans une atmosphère assez conflictuelle, puisque au-delà du groupe de militaires qui veut prendre le contrôle de la station, on va aussi avoir pas mal de conflits entre Ed Harris et Marie-Elisabeth Mastrantonio, puisqu'ils semblent vraiment avoir du mal à se supporter, ces deux-là. C'est peut-être pour ça qu'ils ont divorcé, d'ailleurs. D'ailleurs, son personnage à Marie-Elisabeth Mastrantonio, qui décidément on peut pas avoir un nom plus simple, genre King Prout par exemple, je sais pas, ça irait plus vite. Quoi qu'il en soit, son personnage a pas l'air d'être trop apprécié parmi le reste du personnel de la station, qui voit d'un très mauvais œil son retour, quoi. Apparemment, c'est une chieuse. Une partie des militaires, accompagnés d'une partie du personnel de la station, vont donc faire une première plongée sur l'épave du sous-marin, histoire de voir s'il ne reste pas quelques survivants, et vont vite se rendre compte que c'est pas le cas. Hein. Tout le monde est mort dans le sous-marin. Donc, ils vont remonter et en rester là. En tout cas, c'est ce que pense le personnel de la station. Mais c'est pas du tout ce qu'envisage de faire le groupe de militaires, puisque de fil en aiguille, on va se rendre compte qu'en fait, les militaires, eux, ils ont avant tout pour mission d'aller récupérer les têtes nucléaires qui sont à l'intérieur du sous-marin, avant qu'éventuellement les Russes ou je ne sais qui d'autre viennent s'en emparer. Parce que pour eux, ce qu'ils ont croisé, c'était les Russes. Bien sûr, on est en pleine période de guerre froide, donc forcément, quand il se passe quelque chose contre les Américains, ça ne peut être que les Russes. Quand les membres de la station vont se rendre compte que les militaires commencent à faire leurs petits trucs de leur côté sans leur en parler, en réquisitionnant leur matériel et tout ça, alors qu'ils sont en plein au cœur d'un ouragan, hein, un ouragan, bien sûr, qui agit surtout en surface, mais je rappelle que la station est reliée à un bateau d'exploration, bateau qui lui est sujet aux vagues que provoque l'ouragan, donc ça va commencer à créer pas mal de catastrophes. Il va donc falloir qu'ils décrochent le cordon ombilical de la station au bateau, sauf que les militaires, ils vont leur avoir piqué leur petit sous-marin de poche et tout ça, qui leur permettrait de faire ça, pour aller sur l'épave du sous-marin récupérer des têtes nucléaires, qu'ils vont ensuite ramener sur la station, sous le contrôle d'un Michael Biehn qui est complètement en train de dévisser. Donc vous imaginez bien que ça va créer encore plus de conflits, comme s'il n'y en avait pas déjà eu assez. Jusqu'au moment où le personnage de King Prout, Marie-Elisabeth Mastrantonio, donc, lors d'une plongée en simple scaphandre, une combinaison de plongée avec un masque normal, quoi, où elle est censée faire un petit peu une évaluation des dégâts qu'il y a eu sur la station suite à l'ouragan, va rentrer en contact avec ce qui semblerait être une forme de vie inconnue jusqu'ici. Sauf que bien sûr, personne ne va la croire, puisque c'est la seule à l'avoir vue. Ah ouais. Et donc, c'est là que je vous disais qu'il est possible que James Cameron ait fait appel à quelques images de synthèse pour donner vie à ces formes de vie, justement. Personne ne va la croire pendant tout un moment, donc jusqu'à ce qu'un truc hyper étrange se produise, dont tout le monde à bord de la station va être témoin, puisqu'ils vont tous bien voir qu'à un moment, un bras de flotte, donc celui dont je vous parlais un petit peu au début de la vidéo, semble prendre vie et se dirige comme ça au milieu des coursives jusqu'à leur rendre visite, peut-être un premier contact avec cette forme de vie inconnue. Voilà. Sauf que quand les militaires, et en particulier Michael Biehn, va voir ça, il va gentiment prendre panique et ça va foutre la merde. Pour résumer. Et oui, parce qu'il n'y a rien à faire. Décidément, le mec est hyper borné, puisqu'il a décidé que même ce truc-là, ça ne peut être qu'une technologie russe hyper avancée. Le bon militaire de base, quoi. Alors, je ne vais pas vous en dire plus pour vous laisser découvrir par vous-même le dénouement de tout ça, parce que là, il s'agit quand même d'un très très bon film, et ce serait dommage de vous spoiler en intégralité et de vous gâcher la vision du truc. Moi, je vous amorce un petit peu tout ça en vous donnant quelques éléments, histoire
de vous allécher, on va dire, de vous titiller pour vous donner envie de le voir. J'espère que ça fonctionne, j'espère que pour ceux qui ne l'ont pas vu, du moins, ça vous donne envie de le voir, et pour ceux qui l'ont vu, j'espère que ça vous rappelle de très bons souvenirs. Donc, vous inquiétez pas, il reste encore plein de péripéties à découvrir après ce que je vous ai raconté. Ma note pour ce film, dans la mesure où c'est un film que j'ai beaucoup aimé, va donc forcément être assez élevée. Je pense que je vais lui mettre un bon 17. J'irai même peut-être jusqu'à 18. Donc on va dire 17,5, parce que pour moi c'est un super bon film, maîtrisé de bout en bout. Les effets spéciaux sont carrément géniaux, même encore aujourd'hui, ça passe très très bien. D'autant qu'en plus on a affaire à du practical, hein, donc même si c'est des maquettes, c'est du palpable, c'est là, et ça se voit que c'est là, contrairement aux images de synthèse qui vieillissent très très mal. Là, même si, bon, bien évidemment, on se doute un peu que c'est pas complètement réel ce qu'on voit, ça en a vraiment le look, quoi. Ça ressemble vraiment à quelque chose de vrai, puisque même si c'est des maquettes, c'est quand même du vrai. Donc c'est l'avantage du practical. Quand c'est bien fait, bien éclairé et bien mis en ambiance, ça marche très très bien. Donc je milite pour un retour au practical, le plus possible. Image de synthèse que quand on n'a pas le choix. Et pourtant, c'est un réalisateur de films d'animation qui vous parle. Ouais. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur Abyss, le 3e film de James Cameron. 4e si on prend en compte Piranha 2, les Piranhas volants, qu'il avait commencé à réaliser, mais dont il s'est fait virer pour un différent de vision artistique avec les producteurs, puisque les producteurs, eux, ils voulaient de la mamelle, ils voulaient du sang, et ils voulaient, voilà, de la fesse, du sang, et voilà, et de l'argent. C'est ça, le mot d'ordre des producteurs de films d'horreur à cette époque-là, c'était ça, et James Cameron, lui, c'est pas du tout ce qu'il avait l'intention de faire. Et d'ailleurs, dans Piranha 2, on voit bien les moments où c'est James Cameron qui filme, parce que c'est filmé par un passionné de trucs sous-marins et tout ça, puisque c'est toutes les parties sous-marines principalement qu'il a filmé. Et puis une fois qu'ils se sont embrouillés avec le producteur a pris un autre gars pour compléter la réalisation et lui a fait rajouter plein de plans sur la plage avec des nanas en monokini, etc. Et bon, voilà, histoire que ça fasse venir le public, et le jeune public principalement, puisque c'est eux qui achètent du popcorn et qui vont en masse au cinéma, surtout pour les films d'horreur, histoire un petit peu d'y aller avec des nanas et pouvoir les prendre dans leurs bras. Enfin, vous connaissez le truc, quoi, hein, on l'a tous plus ou moins fait à un moment dans notre vie, bien évidemment. Et là, c'est ce que recherchaient les producteurs. Pour eux, c'est ça qui marche. James Cameron, lui, il avait une vision plus artistique, et donc, il s'est fait virer. Donc pour moi, son vrai premier film, c'est Terminator, le premier. Voilà, c'est le vrai premier film, de bout en bout, par James Cameron, en plus qu'il a écrit lui-même, donc c'est sa vision du truc, même si c'est produit, je crois, par Roger Corman, je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est Roger Corman, donc un réalisateur habitué au type de réalisation, de production, du moins dont je vous parlais juste avant, Piranha 2, là, il lui a laissé carte blanche pour faire son truc, et honnêtement, il a eu raison, parce que Terminator, il a dépassé les espérances. C'est-à-dire que Terminator, il me semble même d'ailleurs qu'au départ, ça devait être un petit peu comme Duel, un film fait pour la télévision, et au final, il était tellement bon qu'ils ont dit, on le sort au cinéma. Donc voilà. Mais ça, on reviendra dessus quand je piocherai Terminator, puisque pour aujourd'hui, c'est pas le film qui nous intéresse. Bon voilà, cette vidéo touche à sa fin. Il va me rester à remercier tous ceux qui sont allés jusqu'au bout de cette vidéo, en espérant encore et toujours que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à rajouter quelques anecdotes sur le film, si vous en avez, que moi j'aurais par exemple omises, ou simplement que je connaîtrais pas. N'hésitez pas non plus à liker, ça c'est très important, pousser, pour pousser la chaîne vers le haut. Si vous avez aimé, n'hésitez pas non plus à partager et à en parler autour de vous, ça aide toujours la chaîne à grandir. Et puis moi je vais vous dire à bientôt pour un prochain numéro du Film au Pif. Tchou!